Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Cette étude et le choix de l'adresser par un benchmark international a été motivé par les questionnements sur la nature et les modalités des méthodes de collecte de données de vie réelle. Pour la restituer, nous avons choisi de vous présenter nos travaux et nos pistes de réflexion en 5 temps. Donc, dans un premier temps, on fera un rappel des enjeux liés à la collecte des données acquises en vie réelle, mais aussi de quelques éléments de méthodologie que nous avons suivis. Ensuite, nous exposerons les résultats de l'état des lieux menés sur les méthodes de collecte, puis adresserons les tendances identifiées dans l'analyse du positionnement des pays, sélectionnés dans le cadre de cette étude. Ce qui nous permettra de décliner plusieurs initiatives internationales, dont la transposition au contexte français, nous paraît pertinente. Et enfin, cela nous permettra de donner un premier niveau de synthèse des préconisations par grande thématique. Enfin, et c'est le 5e point, nous conclurons cette présentation par un focus détaillé sur les enjeux liés à l'évolution du dossier médical partagé, alors que vous connaissez certainement, et qui va devenir demain l'outil central de la collecte des données de vie réelle. Ces méthodes de collecte appuient la forte croissance du volume des données en lien avec la santé, collectées dans la vie quotidienne, ainsi que l'émergence de nouveaux acteurs au service de forts enjeux de mise à disposition et d'accessibilité de la donnée. Les chiffres clés qui sont annoncés ici mettent en évidence la multiplication et la diversification des moyens de capter la donnée, amenant à l'explosion des données de vie réelle. Cette explosion pousse l'ensemble des acteurs, tant les acteurs privés que les acteurs publics, à se concentrer sur les méthodes de collecte pour mieux en maîtriser la valeur générée. Ces méthodes, couplées à l'amélioration des capacités de traitement informatique, présentent un important potentiel pour un accès aux conditions de vie réelle, dépassant le contexte protocolaire et standardisé des essais cliniques. Ces nouvelles méthodologies sont ainsi en pleine expansion, appuyées par un important travail mené par les acteurs sur le niveau de preuve apporté par les données de vie réelle. Donc, nous allons vous présenter ensuite quelques défis qui ont été identifiés. La diversité des finalités et des perspectives d'exploitation qui dépend des acteurs et des initiatives, l'hétérogénéité des contextes internationaux de protection des données qui diffèrent selon les continents et les mentalités, et enfin le manque de standardisation des méthodes de traitement des données. Ces défis mènent à l'identification de 4 enjeux principaux dans le cadre de notre étude. C'est de comprendre la situation en France au regard des contextes internationaux, d'identifier les problématiques éthiques et réglementaires ainsi que les niveaux d'acceptabilité des usagers vis-à-vis des méthodes de collecte, d'analyser les moyens mis en place pour favoriser l'interopérabilité des données et la coopération entre les différents acteurs, et enfin de positionner le rôle des structures académiques françaises au regard des politiques de partage des données et des partenariats publics-privés. Donc, nous allons présenter dans la slide suivante la méthodologie que nous avons suivie qui s'appuie sur 3 grands axes. Donc, l'identification des études et des initiatives de valeur qui s'appuient sur la collecte de données de vie réelle, qui comprend à la fois l'étude des définitions, l'identification des parties prenantes impliquées dans la collecte, la synthèse des principales méthodes et leurs cas d'utilisation, et enfin le recensement des études et des initiatives d'intérêt récentes en lien avec la recherche académique, publique et industrielle. Le deuxième axe de notre étude, c'était l'évaluation des contextes nationaux et internationaux et de leurs impacts sur le cadre d'utilisation des données, en identifiant par pays le cadre de référence réglementaire. Donc, notamment grâce à l'analyse des risques et des opportunités liées aux contextes locaux, l'analyse des perspectives d'évolution des méthodes avec un focus sur les aspects réglementaires, éthiques, politiques, sociétaux, et le contexte d'acceptabilité de ces méthodes. Et enfin, le troisième axe de notre étude s'est appuyé sur la définition des opportunités de positionnement pour les acteurs au travers de l'identification des perspectives à moyen et long terme pour la collecte de données de vie réelle,
le développement de cas d'utilisation présentant un intérêt dans leur transposition au contexte national, et enfin la proposition de recommandations thématiques pour les acteurs de la collecte et l'exploitation des données. Notre étude s'est appuyée sur des échanges avec les experts des bureaux locaux d'EY qui sont présents dans les pays de l'étude et sur des entretiens avec les acteurs nationaux et internationaux issus d'associations de patients, d'organismes publics, d'autorités indépendantes et d'entreprises privées exploitant les données de vie réelle, évidemment aussi des structures académiques. Les retours issus de ces échanges ont été complétés par un travail de recherche bibliographique et d'analyse qui portait sur les études académiques et les initiatives privées de collecte de données de vie réelle. Donc, afin de constituer le panel des pays de l'étude, nous avons choisi des pays qui présentent des profils hétérogènes et des particularités intéressantes au regard de leur maturité technologique et de l'acceptabilité vis-à-vis des pratiques de collecte. Donc, en Amérique du Nord, on a choisi les États-Unis et le Canada avec un focus sur le Québec. En Europe, donc on a choisi le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne avec un focus sur la Catalogne et l'Andalousie. Et enfin, en Asie-Pacifique, la Chine, Taïwan, Corée du Sud et l'Australie. Les interlocuteurs interrogés, dans le cadre des entretiens au niveau national, sont à la fois des acteurs privés, donc des startups d'e-santé, des industriels technologiques et des réseaux d'innovation, des acteurs publics ou indépendants comme la HAS, la PHP, ou encore des acteurs académiques comme l'INRIA, l'INSERM ou Unicancer. Au niveau international, on a évidemment choisi des agences publiques, des groupes médicaux privés ou encore des industriels technologiques. Et cela nous a permis de compléter les insights locaux afin de constituer un panel de comparaison par rapport aux pratiques nationales. Donc, nous poursuivons la restitution de l'étude avec un premier état des lieux des méthodes de collecte. Cet état des lieux, il passe d'abord par l'analyse de la définition des données de vie réelle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sans un réel consensus sur une définition précise des données de vie réelle, un axe commun se dégage d'un moins qui consiste à considérer les données de vie réelle comme toute donnée qui est collectée hors du cadre expérimental, comme celui des essais cliniques contrôlés. Donc ces données, en fait, elles constituent un ensemble non uniforme dont font partie les données de santé directement générées par les patients, qui peuvent être issues des structures médicales ou collectées en dehors des structures médicales. Donc, comme on le voit là, elles peuvent être collectées à partir des dossiers médicaux informatisés des patients, des dispositifs médicaux, des questionnaires. Et elles permettent, dans leur globalité, de mesurer un progrès médical sur une population plus large et moins restrictive. Même non issues directement des acteurs médicaux, les données de vie réelle conservent un lien étroit avec la santé et la médecine, compte tenu des applications qui découlent de leur exploitation. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître l'exploitation des données issues directement des applications mobiles ou des objets connectés. Il est donc important à ce stade de faire la distinction entre selon la finalité de la donnée et non sa nature. On voit en effet ici que la donnée de santé, elle, sera toujours en lien avec une problématique médicale et donc en lien avec l'état de santé d'un individu, tandis qu'une santé dite de bien-être sera axée sur le suivi d'un état de forme et non liée directement à une problématique médicale. Donc par la suite, les acteurs ont été répartis selon leur positionnement dans la chaîne de valeur de l'exploitation des données. On y retrouve par exemple les autorités de santé, les agences réglementaires, qui vont être axées sur l'observation des tendances, sur la sécurité des produits de santé mis sur le marché ou sur l'optimisation des soins. On y retrouve également les acteurs privés comme les industriels et les startups, qui vont apporter une expertise, notamment sur l'agrégation, la collecte des données ou sur la génération des données. Les organismes payeurs, eux, seront axés sur la pertinence des soins. Les structures de recherche, qu'elles soient publiques ou académiques, elles vont chercher à valoriser les données pour développer de nouveaux services, de nouveaux traitements, et permettront également d'éclairer les décisions des régulateurs. Les acteurs de soins, de leur côté, seront axés sur l'optimisation de la qualité de la prise en charge, tandis que les usagers et les associations de patients ou d'usagers tendront dans cette chaîne de valeur à favoriser l'autonomie des patients de manière globale et de défendre les droits des usagers. Donc, au cours de l'étude, 5 grandes méthodes ont été recensées
sur lesquels l'étude a porté. En premier lieu, les applications mobiles. Donc les applications mobiles, ce sont des programmes téléchargeables et exécutables à partir du système d'exploitation d'une tablette ou d'un smartphone. Nous retrouvons également les objets connectés. Les objets connectés, ce sont des objets physiques, électroniques, qui vont permettre de proposer de nouveaux services grâce à leurs capteurs ou grâce à leurs puces et qui sont en capacité de communiquer avec d'autres devices. On trouve également les dispositifs médicaux, qui sont des instruments, des appareils ou des équipements qui peuvent être utilisés seuls ou en association et qui sont toujours utilisés à des fins médicales. On trouve également les plateformes, qui sont des solutions logicielles principalement destinées au traitement analytique de données, ou encore les cohortes et les registres, qui sont en fait des grands regroupements en base de données d'informations issues d'un ensemble de patients partageant par exemple une caractéristique commune ou suivis sur une période déterminée. Donc l'ensemble de ces méthodes, elles sont imbriquées entre elles, elles ont la capacité de communiquer entre elles. Par exemple, les plateformes auront souvent un rôle central dans la consolidation des données et les applications mobiles pourront être exploitées pour centraliser les données issues des dispositifs médicaux ou des objets connectés. Si on s'intéresse maintenant aux étapes de traitement et d'analyse des données, la première remarque qu'on peut avoir, c'est que l'ensemble des acteurs ne suivent pas un processus clairement défini dans la collecte et le traitement des données, même si on est en capacité d'identifier certaines grandes étapes préalables à leur analyse et surtout préalables à leur enrichissement et à l'acceptabilité de la part des usagers dans leur partage. Après agrégation des données issues des sources, certaines étapes constituent par exemple un prérequis à l'acceptabilité. On identifie par exemple une étape de déidentification qui consiste à retirer ou à remplacer les informations qui vont permettre la réidentification de l'individu. Cette étape-là, elle va passer par des procédés cryptographiques, par exemple, ou par les étapes ou par les processus de pseudonymisation ou d'anonymisation. La sécurisation, de son côté, a pour vocation à protéger l'accès aux données pendant leur stockage ou pendant leur partage, et s'appuiera sur des processus d'authentification fortes, sur le chiffrement des données dans leur échange ou sur la gestion des droits d'accès, par exemple. D'autres étapes sont, elles, axées sur l'enrichissement et sur la fiabilité des résultats. C'est le cas des processus liés à la gestion de la qualité qui ont pour but de valider les données par la détection et la correction automatique des erreurs, par exemple, dans les jeux de données, et qui vont être appuyés par l'exploitation des modèles de données. De son côté, le chaînage, lui, va avoir pour but d'apparier les données de jeux distincts issus de plusieurs bases de données, grâce aux algorithmes d'appariement, qu'ils soient déterministes ou probabilistes. Donc, dans l'enchaînement de ces étapes, on identifie évidemment le respect des exigences comme un prérequis fondamental, notamment dans la conservation, la traçabilité, la sécurité et la confidentialité des données. On identifie donc auprès de l'usager des leviers très importants comme l'information de l'usager sur les finalités du traitement, la communication du respect de ces exigences justement, mais également l'intégration des tiers de confiance en tant qu'intermédiaire sur les étapes de sécurisation, qui va permettre d'assurer une expertise et une indépendance sur les étapes. Par ailleurs, une autre grande tendance dans l'exploitation des méthodes de collecte s'implique dans le suivi des patients, notamment car les méthodes de collecte vont répondre à des enjeux très importants. Donc, par exemple, sont identifiés ici, selon l'ère thérapeutique, et la méthode de collecte qui, à notre sens, paraissait la plus appropriée. Certains grands enjeux, parmi lesquels on peut citer la détection précoce de la maladie, l'identification des facteurs de risque, l'appui au retour à l'autonomie du patient, ou encore la personnalisation des traitements. Au cours de notre étude, nous avons donc identifié 4 grandes aires thérapeutiques principales. La cancérologie, par exemple, où la prévention et l'accompagnement sont des composantes fondamentales et vont pouvoir être appuyées par les méthodes de collecte. Le diabète, donc, qui touche une grande part de la population internationale, et où une prise en charge précoce et un suivi régulier sont déterminants dans le suivi de la maladie. Les maladies cardiovasculaires, qui est la première cause de mortalité dans le monde, et où l'identification des sujets à risque et la prévention vont permettre d'appuyer une meilleure prise en charge. Enfin, la neurologie, où les méthodes de collecte et d'analyse vont revêtir une importance particulière, notamment dans le suivi et dans une meilleure compréhension du fonctionnement de la maladie. Par ailleurs, de grands enjeux transverses vont également trouver leur réponse dans l'exploitation des nouvelles méthodes, notamment dans l'accès plus rapide aux thérapies innovantes, mais également l'intégration d'informations précieuses qui pourraient être collectées hors de la simple relation médecin-patient.
Par ailleurs, on observe d'autres tendances dans l'exploitation des données, comme les données environnementales, qui peuvent être de nature très différente. Donc ces données, elles peuvent être aussi bien des statuts sociodémographiques, comme des données d'immigration, des données liées au statut social ou à l'économie. Ces données, elles peuvent porter également sur la qualité de l'environnement, avec par exemple des taux de pollution ou des indicateurs de qualité d'eau, ou encore sur des pratiques et des habitudes, comme la composition de l'alimentation, sur la consommation d'alcool et de tabac ou la pratique sportive. Encore une fois, l'exploitation des données de vie réelle permet d'ouvrir les perspectives, notamment sur l'analyse de la corrélation entre l'environnement, les facteurs de risque et l'apparition de certaines maladies, en passant par exemple par l'analyse de données issues d'individus résidant dans la même zone. Encore une fois, les nouvelles méthodes de collecte offrent des possibilités dans la récupération directe ou indirecte de l'ensemble de ces données auprès des usagers, et également dans leur centralisation. Et elles permettent donc d'apporter des réponses à certaines problématiques, à certains enjeux de santé publique. Par ailleurs, on identifie également les réseaux sociaux comme une source de données de vie réelle importante et qui vont permettre d'apporter un éclairage important, par exemple par l'analyse des messages publics, des commentaires ou des discussions sur certaines thématiques particulières. Et l'application des méthodes que l'on a déjà citées permettra d'identifier des grandes tendances, à la fois dans les données de masse, mais également des signaux faibles dans l'analyse de l'ensemble des données collectées. Donc les 5 cas qui sont présentés ici sont issus d'une étude et présentent 5 grands cas d'utilisation de l'exploitation des données issues des réseaux sociaux, comme par exemple le suivi des épidémies, le suivi des effets indésirables, mais également la mesure du fardeau psychologique des maladies par l'analyse, par exemple, des signaux de détresse auprès de l'usager. Donc là, on va passer à l'analyse du positionnement des pays. Cette étude a permis de mettre en lumière plusieurs tendances intéressantes qui sont résumées par après, et puis pour lesquelles on a présenté quelques exemples. Donc, en premier lieu, des pays s'orientent progressivement vers l'utilisation des données de vie réelle pour la prise de décisions réglementaires, notamment dans le but d'alerter les régulateurs sur les effets indésirables des molécules présentes sur le marché, ou pour soutenir des autorisations de mise sur le marché, ou pour l'extension d'indications, par exemple. Certains tendent à généraliser l'intégration des objets connectés dans les études observationnelles, tandis que d'autres s'appuient plus naturellement sur les registres, l'important volume des registres publics, comme les cohortes longitudinales prospectives, qui ont été constituées au fil du temps. Par ailleurs, plusieurs autres pays se regroupent, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Espagne, autour d'initiatives internationales afin d'homogénéiser leurs pratiques. Donc, les exemples qui seront exposés ici illustrent tous une exploitation des données de vie réelle dans le but de soutenir des décisions réglementaires. Dans une première étude australienne portée sur l'observation de l'efficacité d'un traitement anticancéreux pour l'évaluation du remboursement et a montré des écarts entre les essais cliniques et l'analyse en vie réelle. Une étude canadienne concernait l'évaluation de la sécurité d'une thérapie du psoriasis après sa mise sur le marché et a permis de mettre en avant les causes d'abandon de ce traitement. Et enfin, une étude coréenne portée sur l'évaluation du traitement de l'angiosarcome en conditions de vie réelle et a souligné l'efficacité d'un traitement hebdomadaire particulier. Enfin, dans cette partie, on va vous présenter des exemples qui illustrent la tendance à l'intégration des données de vie réelle issues d'objets connectés dans des études observationnelles. Donc, c'est surtout des exemples américains. Donc, l'étude Apple Heart Study qui a démontré la pertinence de l'Apple Watch dans la détection de la fibrillation cardiaque. Et enfin, l'étude Aurora Study qui a permis l'identification de marqueurs pour la prévention et la détection de troubles de stress post-traumatique, TSPT, donc grâce à la Verily Study Watch. Enfin, plusieurs pays se regroupent autour d'initiatives internationales. C'est le cas notamment en Europe, où la création des réseaux et des partenariats européens s'axe autour de grandes thématiques, donc la pharmacovigilance ou la pharmacoépidémiologie, par les publications sur des méthodologies. L'Internet des objets, par l'ouverture du dialogue avec différents acteurs européens concernant le marché des objets connectés et leur réglementation.
Et enfin, l'industrie pharmaceutique, par la promotion de méthodes robustes de collecte de données de vie réelle qui peuvent être utilisées pour la R&D. Et oui, effectivement, la coordination dans l'approche d'évaluation des technologies en santé, le HTA, par le développement d'un cadre organisationnel pour créer des outils communs aux États membres de l'UE. Donc, est présentée ici notre vision synthétique de l'utilisation des données de vie réelle par pays. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que plusieurs pays, la plupart des pays d'ailleurs, s'orientent progressivement vers l'utilisation des données de vie réelle pour la prise de décision réglementaire, qui reste le principal axe d'exploitation de ces données. En Asie, on voit une certaine proportion à utiliser les gros volumes de registres publics, tandis que l'Amérique du Nord, elle, présente, et en particulier les États-Unis, une très forte maturité dans l'intégration des objets connectés dans les études observationnelles. Notre vision synthétique, cette fois-ci, sur les niveaux d'acceptabilité liés au partage de données, elle est issue à la fois de l'analyse des entretiens avec les acteurs et de notre analyse bibliographique. Elle met en avant des niveaux d'acceptabilité qui sont particulièrement forts en Amérique du Nord, qui sont modérés dans la plupart des autres pays et qui sont étonnamment faibles, par exemple, en Allemagne, où on observe une certaine réticence naturelle au partage de la donnée, mais également une forte méfiance vis-à-vis des acteurs technologiques comme les GAFA. Donc toutes ces tendances soulignent la nécessité de s'assurer encore une fois préalablement de la confiance des citoyens, notamment des citoyens européens. Et ce qu'on peut dire, c'est aussi que la Chine fait figure d'exception dans un pays où la forte digitalisation de la société, couplée à une absence de préoccupation finalement de l'acceptation de manière générale des usagers, biaise un peu la tendance au partage. C'est pour ça qu'elle a été mise légèrement de côté. Si on s'attarde un petit peu sur le contexte français, le contexte national au niveau du partage de données, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, au niveau national, le partage de la donnée, en particulier la donnée de santé, est accepté, qui plus est dans le cadre d'études de recherche académique et dans l'intérêt général. Cette acceptation, cependant, elle passe par plusieurs conditions, par la signature d'un consentement évidemment éclairé et spécifique, par la transparence dans l'utilisation et la finalité des données, mais également dans leur traçabilité. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le manque de visibilité justement sur la sécurité et la confidentialité des données agit comme un véritable frein au partage, tout comme toute valorisation de la donnée, seulement axée sur une rémunération individuelle ou sur toute autre utilisation qui va être perçue par l'usager comme une marchandisation de la donnée. Il sera important en tout cas de ne pas créer auprès de l'usager l'impression d'une appropriation par les acteurs de santé des données des patients, par une dépossession du patient. Et d'où l'importance et la nécessité de communiquer auprès du patient sur les finalités des projets et de l'impliquer dans la gouvernance des projets. En ce qui concerne le contexte européen, de son côté, donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe peut s'appuyer sur un écosystème qui est particulièrement conscient de la valeur de données et qui présente une certaine compétitivité par rapport aux autres territoires, avec un écosystème favorable grâce à la richesse des initiatives, d'une part, qui est soutenu par une augmentation des investissements, comparativement justement à d'autres territoires également, et en particulier dans le domaine des données de vie réelle. Et par ailleurs, la diversité de ces expertises lui permet de couvrir l'ensemble des méthodes de collecte. En revanche, donc, en ce qui concerne les freins au contexte européen, donc ces freins-là, ils résident dans la limitation de la collecte d'informations publiques, dans les difficultés d'accès à certaines données personnelles, mais surtout dans le manque de stratégie globale qui permettrait d'assurer une certaine soutenabilité. Par ailleurs, on note également une certaine divergence dans certains projets européens entre l'objectif initial et les résultats. Tous ces éléments agissent comme des obstacles importants au développement des initiatives. Cependant, il est important de souligner que, en ce qui concerne la réglementation, en particulier le RGPD, celle-ci peut au départ être perçue comme contraignante, mais elle apporte à long terme une réelle valeur ajoutée au niveau de l'acceptabilité du patient. Elle permet notamment de créer une valeur durable pour le patient, notamment en agissant comme un levier pour le renforcement de l'acceptabilité, mais également pour une meilleure connaissance des données, malgré une approche qui peut parfois être complexe, et surtout pour une prise de conscience collective du capital data des acteurs santé. Un focus sur la France cette fois-ci, sur son contexte global. De son côté, la France, elle a un important potentiel, évidemment d'innovation également, par rapport à la majorité de ses voisins européens, mais aussi également un écosystème qui est en ce moment en forte croissance
et avec des acteurs qui sont reconnus sur le plan international. Donc la forte présence d'incubateurs, par exemple, en France, la croissance du nombre d'accélérateurs, d'initiatives, de programmes d'innovation ou de hackathons, tout cela sont autant d'éléments qui appuient ce riche écosystème en e-santé, qui présente une forte expertise, qui est soutenue par les investissements publics et qui est impliquée dans les organismes européens et internationaux. On observe par ailleurs des initiatives sur le chaînage des données, sur l'ouverture des bases, ou sur la mise en œuvre de grandes initiatives qui vont se porter sur les données de vie réelle, comme le Health Data Hub ou comme l'espace numérique de santé. En revanche, on peut remarquer qu'une structuration harmonisée de la collecte et une interopérabilité native entre tous les acteurs est encore nécessaire à la pleine exploitation des données de vie réelle. Ces freins, ils passent notamment, par exemple, par l'hétérogénéité des formats de collecte, à la fois au sein des établissements, mais également entre les établissements ou les acteurs. Le contexte national, par ailleurs, il souffre d'un manque d'investissement global, donc l'investissement est encore faible, une faible attraction notamment de certains leviers pour les investisseurs, comparativement par exemple au levier aux États-Unis, et un écosystème qui est encore trop peu tourné vers l'international. Donc, au regard des pratiques constatées, les opportunités les plus prometteuses pour les acteurs nationaux se situent dans le cadre de partenariats publics-privés pertinents, mais aussi dans la transposition au contexte français de certaines pratiques nationales présentant un fort potentiel. Donc, on a essayé d'illustrer 3 cas pratiques. Donc, My Health Record en Australie, qui est le dossier personnel qui permet aux professionnels de santé d'avoir accès aux données des patients, qui est similaire au DMP français, mais qui a un stade beaucoup plus avancé d'opt-out. La plus-value de sa transposition est d'optimiser l'utilisation du dossier médical partagé, interconnecté entre professionnels, établissements de santé, patients et acteurs académiques. La deuxième initiative, c'est la Repeat Initiative aux États-Unis. Il s'agit d'un programme à but non lucratif qui est mis en place entre un hôpital et la Harvard Medical School dans le but d'améliorer la transparence, la reproductibilité et la validité des bases de données. Donc, l'intérêt de cette transposition se traduit par l'apport d'outils nécessaires à l'exploitation des données de santé, des données publiques de santé. Ensuite, le troisième cas pratique, c'est le Reliant Medical Group aux États-Unis. Il s'agit d'un groupe intégré collaboratif de soins regroupant des professionnels de santé, donc généralistes, aidants, spécialistes, des patients, des industriels de santé au sein d'une organisation numérique qui exploite l'analyse de données et la médecine préventive. Donc, l'apport de ce cas est l'appui à la mise en place de groupements régionaux de santé dans l'optique d'un travail collaboratif. On va faire un focus maintenant sur My Health Record et les principaux apports de cette initiative. C'est qu'elle permet d'éviter la fragmentation des dossiers médicaux, permet d'améliorer la transparence des données et la responsabilisation des patients face à leurs données de santé. Elle permet d'optimiser les outils par l'accès à des volumes importants de données. Les principales contraintes qui ont été relevées, c'est un système d'opt-out qui ne favorise pas la confiance des usagers à partager leurs données, par un sentiment de manque de choix. Un accès par les professionnels de santé à un volume important de données, qui est non nécessaire à leur exercice. Un manque de rationalisation dans la collecte des données. Et enfin, le coût important dans la mise en place du dispositif. Ensuite, on va passer à... Très rapidement sur les autres initiatives. En effet, on a également décliné l'initiative donc, américaine, Repeat Initiative, mais, où on peut identifier comme apport principal l'augmentation de la visibilité des outils qui seront proposés par les structures académiques. Et en tant que principale contrainte, le manque d'accessibilité à certaines bases de données, ce qui était le cas dans le cadre de l'initiative, notamment les bases asiatiques. Par ailleurs, sur le troisième cas, qui est le cas donc, du regroupement médical Reliant Medical Group, ce qu'on peut identifier, c'est l'anticipation finalement en tant que levier des futures collaborations entre les groupes de soins privés et les établissements publics.
Et en tant que principale contrainte, les moyens en fait, qui seront nécessaires sont importants pour la généralisation de ces solutions qui devront évidemment passer outre les problématiques d'interopérabilité. Donc, les recommandations donc, qui ont été formulées suite à l'analyse des contextes internationaux et des méthodes de collecte, ils ont été organisés selon deux grands axes et sont adressés à l'ensemble des acteurs, en particulier les acteurs de la recherche académique et publique. Le premier axe porte sur les principes qui vont permettre de renforcer la confiance. Le deuxième sur la structuration des projets de collecte. Ces grands axes ont été déclinés en 8 thématiques, où sont adressés ensuite par acteur dans le rapport les différents acteurs directement destinataires de recommandations. Évidemment, cette analyse, elle présente l'état de notre réflexion. Il sera important que les acteurs puissent se positionner sur les recommandations qui sont proposées pour aborder les conditions de leur mise en œuvre. En synthèse, ce qu'on peut dire sur ces thématiques, c'est qu'une communication claire et loyale sur les objectifs de la collecte, à la fois les aspects négatifs et les aspects positifs, est importante, mais également sur la finalité des projets. Une formation des acteurs aux nouveaux outils est nécessaire et permettra de venir en appui à ces principes de confiance. Par ailleurs, les cadres et les dispositifs qui permettent de rendre l'ensemble des parties prenantes, et en particulier le citoyen, acteur de la gestion de ces données, ainsi que l'apport d'un haut niveau de confiance sur les infrastructures de collecte, seront autant d'éléments qui vont permettre de renforcer l'adhésion des usagers auprès des nouvelles méthodes de collecte. Par la suite, la construction de bonnes pratiques de collecte et de suivi vont assurer l'engagement des acteurs autour des pratiques, ainsi que la fiabilité des résultats. Et l'évaluation de la prise en charge devra capitaliser sur l'exploitation des données de vie réelle, permettra d'optimiser les parcours de santé et devra employer des méthodes qui sont certifiées. En ce qui concerne la structuration des projets passera par une communication à la fois au niveau national et international sur les initiatives. Elle passera par la promotion et la mise en cohérence des cadres et des labels. Elle passera également par le développement de méthodes de suivi, d'indicateurs, de dispositifs de traçabilité, le tout dans une optique d'une stratégie de coordination commune. Et enfin, elle passera par la définition d'un cadre commun et le pilotage commun et coordonné des référentiels, notamment les référentiels minimums de règles, comme par exemple des référentiels pour la labellisation des méthodes de collecte. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que devant l'émergence des grands acteurs technologiques, des géants technologiques, se profile un risque d'hégémonie. Il est donc primordial d'inciter la force publique à cadrer les modalités de mise en œuvre d'une gouvernance et d'infrastructure. Dans ces modalités, évidemment, les acteurs académiques pourront apporter un haut niveau d'expertise sur les données. Et l'ensemble de cette gouvernance et ces infrastructures devront être axées sur l'optimisation du partage de la donnée entre les acteurs. C'est pourquoi il nous paraissait important, en fait, dans la continuité et la mise en perspective de ces recommandations, de mettre en avant des projets thématiques et afin de faire le lien avec les usages et les cas d'usage que nous avions cités, il nous paraissait important de mettre en avant l'initiative australienne qui a été décrite par Niall, donc le My Health Record, et son équivalent français, le dossier médical partagé. Cependant, les intervenants donc, de l'Agence numérique de santé australienne ayant un peu pu se déplacer compte tenu de la situation actuelle, on reviendra cependant rapidement sur les quelques points de contexte et les préoccupations qui ont pu être mis en œuvre qui ont pu être relevées sur la mise en œuvre de ce projet. On se concentrera cependant sur la suite sur l'initiative française du dossier médical partagé, qui nous paraît être une illustration particulièrement pertinente car c'est un projet connu, un outil central qui permet d'aborder toutes les problématiques d'adoption auprès de l'usager, mais également de mise en œuvre d'une grande initiative nationale. Par ailleurs, ce DMP il va connaître une phase d'opt-out et un déploiement à l'ensemble de la population, l'intégration de constantes de santé. Donc ce sont autant de problématiques qui sont directement liées à l'étude et qui vont permettre d'aborder les problématiques de données de vie réelle, notamment au travers de l'évolution du modèle actuel du DMP. Donc en introduction, juste quelques mots pour faire la comparaison avec l'initiative australienne sur les finalités du projet, qui sont encore une nouvelle fois la responsabilisation du patient dans la gestion de ces données, mais également l'optimisation du partage des données entre l'ensemble des acteurs. Les acteurs qui sont identifiés ici, donc principalement le patient, mais également les soignants, les médecins et les établissements de santé.
La phase d'opt-out, elle a débuté pour le dossier australien en 2016, avec des résultats qui étaient à l'époque concluants. Elle s'est achevée sur la période d'opt-out en 2019, avec des taux qui sont mitigés, 10% un taux d'opt-out de 10%, donc 10% des assurés qui sont retirés du projet. Et donc elle a mis en avant des préoccupations qui sont autant de points d'attention qu'il sera important d'avoir en tête lors de la mise en œuvre, notamment du DMP, notamment sur l'absence de campagne de communication nationale appuyée au sein de l'initiative, ou encore le manque de confiance des usagers australiens sur la sécurité du dispositif.